Bien, selon vous, existe-t-il déjà une clinique du wokisme? Oui, bien sûr. Bien sûr, et je pense qu'il est possible de l'aborder sous deux angles. Il y a d'abord ce que la métapsychologie nous donne à voir du wokisme en tant que mouvement dans une société à un moment donné. Et c'est déjà très riche. Et puis, il y a la clinique des conséquences du mouvement sur l'individu et sur la société. Lorsque vous évoquez ces conséquences, vous parlez des ravages du wokisme. Oui, mais je trouve que le mot n'est pas trop fort et je suis persuadé que bien d'autres psychanalystes sont confrontés dans leur cabinet aux conséquences de cette déferlante. Simplement, tout le monde n'en parle pas. Et qu'est-ce que c'est pour vous, le wokisme? C'est une idéologie. Et la notion d'idéologie évoque pour moi quelque chose de rigide, figé, quelque chose de mort. Voilà. Le wokisme, c'est une expression de la pulsion de mort. Elle est dominée par quelque chose d'obsessionnel, une obsession à voir le monde et les autres sous un angle très réduit, c'est-à-dire celui de la défense des minorités, qu'elles soient religieuses, sexuelles, culturelles ou ce que vous voulez. Oui, ce qui semble tout à fait légitime. Ce qui serait acceptable et surtout ce qui serait utile si le mouvement en question usait des armes et des arguments dont on use habituellement dans une société démocratique. Quoi, et pour vous, ce n'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Dans le wokisme, le débat n'existe pas. Tout est autoritaire, excessif. Tout est dictatorial. Vous savez, le monde des humains est séparé entre dominants et dominés. Exactement comme au temps du communisme le plus orthodoxe, dont l'idéologie divisait le monde entre exploiteurs et exploités. C'est binaire, le wokisme. Et donc, évidemment, c'est propre à faire se dresser les gens les uns contre les autres. Le discours woke est un discours radical. Il est sans nuance, il est revendicatif, et revendicatif sur le mode agressif. Parce que dès que vous tentez d'apporter justement des nuances, vous devenez l'ennemi à abattre. Et j'ajouterai une chose, qui plus est, le wokisme efface le sens de mots auxquels notre culture attribue un sens bien précis. Et elle remplace ces mots par d'autres mots ou alors elle en modifie le sens. Exemple? Exemple, ce que notre culture entend par égalité et sur le chemin de laquelle elle avance, certes à petits pas, eh bien l'égalité devient chez les woke l'idée d'un égalitarisme qui uniformise, qui arrase, qui écrête et qui prétend mettre tout un chacun sur un pied d'égalité. Et c'est totalement absurde. Cette perversion des idées, des concepts et du vocabulaire même, c'est une falsification qui enflamme des publics en état de haine larvée, une haine qui d'un coup se trouve libérée par ce discours. C'est en quelque sorte un blanc-seing, une justification, une autorisation de haïr. C'est le premier point. Et puis il y a autre chose. Il y a l'histoire. Et l'histoire avec une majuscule. C'est-à-dire? Mais l'effacement de l'histoire. L'histoire si fondamentale en psychanalyse, aussi bien pour le sujet que pour la société, la civilisation. Le déboulonnement des statuts, la réécriture, le révisionnisme de l'histoire. Et vous comprenez bien que effacer l'histoire d'une société, c'est effacer sa culture. Ce que veut le wokisme, c'est détruire une culture et donc une mémoire. Or, quand
un peuple n'a plus de mémoire, il n'a plus d'identité, il n'y a plus ce ciment, il n'y a plus ce liant. Et alors qu'est-ce que cela devient? Un troupeau livré aux instincts les plus primaires, c'est-à-dire des gens prêts à se bouffer les uns les autres pour la dernière console de jeu qui serait en promo. Bref, le retour à Panem et Circenses, version planétaire. Vous voyez, à mon sens, le wokisme n'a pas d'autre ambition que de vider notre civilisation de sa mémoire. Et que pourrait-il en sortir, sinon un peuple d'esclaves, un peuple de zombies? C'est peut-être un peu fort. Mais c'est juste l'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau froide, vous connaissez. Au début, ça n'est pas grave. Et puis la température monte, mais tout doucement, insensiblement, jusqu'au moment où il est trop tard, et où la grenouille se fait cuire sans s'être rendu compte du processus. Si c'est aussi dramatique que vous le prétendez, pourquoi n'en parle-t-on pas davantage? Mais parce que personne n'a envie d'être stigmatisé et exécuté en place publique au nom de nobles idéaux. La culture woke défendrait donc de nobles idéaux? Non, non. D'abord, il n'y a pas de culture woke. Je trouve cet oxymore totalement hors du réel. Il faut cesser d'honorer le wokisme en faisant une culture. La culture, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de dynamique, en mouvement, ouvert sur les autres. Le wokisme, c'est une déculture. C'est un appauvrissement culturel, un assèchement conduisant à une acculturation des sociétés qu'elle ravage. Et tout ça prétendument au nom de nobles idéaux. Quand vous évoquez les ravages dans la clinique, de qui parlez-vous? Je parle de toutes ces victimes qui ne sont pas défendues par les groupes auxquels elles appartenaient avant d'être attaquées, avant d'être stigmatisées et pendues sans jugement. Je pense à ces hommes et ces femmes qui, faute de pouvoir se tourner en confiance vers les anciens proches qui les ont trahis, non plus que les psys auprès desquels laisser parler leurs souffrances. Je pense à des profs, je pense à des chercheurs, à des salariés et aussi à des gens comme vous et moi qui un jour se sont retrouvés pris dans la machine et broyés par elle parce qu'ils ont eu le malheur ou peut-être le courage, la conscience d'affirmer une opinion qui, hier encore, semblait parfaitement solide et qui, brutalement, s'effondre sous l'effet d'un travail de sape. Vous savez, vous avez tout à l'heure évoqué une légitimité en quelque sorte des combats du wokisme. Eh bien, fort de cette légitimité qu'il est difficile de nier, le wokisme se place tantôt en victime malheureuse écrasée par des forces réactionnaires et tantôt comme bourreau revanchard revenu du passé pour exécuter ses basses œuvres. Et donc nous nous retrouvons en clinique avec des récits d'exclusion, de rejet brutal. Nous accueillons des individus très abîmés parce que violemment agressés, stigmatisés comme nocifs, des familles qui explosent littéralement parce que brutalement divisées par des avis, des conceptions, des valeurs soudain totalement divergentes. Et nous entendons l'égarement des patients, leur perte de repères. Nous les recueillons, si je peux dire, dans leur dépression, dans leur décompensation, et aussi, c'est important, dans la haine qui trouve enfin un lieu pour être exprimée. Parce qu'il est tout de même préférable qu'elle s'exprime entre les murs du cabinet plutôt que dans la rue, n'est-ce pas? On vous a entendu dire que le wokisme était une épidémie, que c'était viral. Ben oui. Oui. Et je l'affirme d'autant plus qu'une nouvelle étape a été franchie dans l'aberration. Il y a à peine quelques jours. La Commission européenne, ce n'est pas l'association de quartier, n'est-ce pas? Eh bien, la Commission européenne, par la voix de sa commissaire à l'égalité, et quelle égalité, vous allez voir, eh bien la commissaire à l'égalité, je cite,
afin de préserver la diversité, a proscrit une liste de mots dans un guide interne à la commission. Et vous savez ce que l'on trouve dans la liste de ces mots? Le mot Noël, par exemple, ou encore le prénom Marie. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur que prend la chose? Si ça ne s'appelle pas un suicide, alors je ne connais pas le mot qui convient. La Commission européenne veut éviter que soient prononcés certains mots pour ne froisser personne. Alors heureusement, l'affaire a ému. Mais combien d'acteurs de poids ont réagi? Est-ce que autour de vous, vous ne connaissez pas des personnes non chrétiennes qui fêtent Noël, non pas en tant que fête chrétienne, mais simplement en tant que fête familiale, avec un bon repas et des cadeaux pour les enfants? Qui ne connaît pas des amis qui participent au carnaval du Nouvel An asiatique sans pour autant épouser une religion extrême orientale? Est-ce qu'on a besoin d'ériger des murs et des barbelés? Elle est là, la pulsion de mort. Il s'agit bien de diviser, de séparer, d'exclure, d'éteindre, de susciter un changement de place dans le fantasme, c'est-à-dire le dominé à la place du dominant dans l'histoire. Vous évoquez donc un au-delà de l'argumentation propre au débat démocratique? Oui, comme vous dites, un au-delà. Et je pense que c'est totalement contre-productif et que ça va déboucher sur davantage de violence en réaction. Si l'homme blanc, quel qu'il soit, sans tenir compte d'aucune considération circonstancielle ou conjoncturelle, est à l'origine de tous les malheurs de l'humanité, alors le résultat du wokisme va extrémiser les réactions, ce qui est parfaitement compréhensible. Et plus le wokisme va sombrer dans des outrances identitaires, plus les questions de la race et du genre vont être mises en avant comme des armes, et plus la réaction sera à la hauteur de l'agression. C'est presque une question d'animalité. C'est-à-dire? Pensez à ces sales gosses ou à ces pervers qui excitent un animal en l'énervant d'une façon répétitive avec un bâton, avec un chiffon ou un bruit ou que sais-je encore, peu importe. Alors une fois ça va, deux fois ça va encore, mais à force, l'animal sort ses griffes et il défend son territoire. Et bien chez l'humain, son territoire, c'est sa culture, c'est son socle, son identité, son histoire, c'est-à-dire ce qui le fait tenir debout. À force de l'agresser sur ce terrain, il va sortir ses griffes et il va se défendre. Et il se défendra d'une façon au moins aussi violente que l'agression qui l'a amené à réagir. L'humain pourrait aussi réagir par l'indifférence. Non, pas quand c'est ce qui le supporte, ce qui le tient, ce qui le soutient qui est menacé. Vous vous imaginez en équilibre sur un fil? Si on vous bouscule pour vous faire perdre votre équilibre, vous réagissez parce qu'il s'agit de votre survie et vous êtes naturellement prêt à tout pour votre survie. C'est ça que j'entends par notre animalité. Il n'y a plus de place pour le jugement, il s'agit juste de survivre. Et là, nous touchons aux effets les plus redoutables des revendications identitaires lorsqu'elles sont exprimées avec autant de véhémence. Et elles sont désormais présentes partout dans les universités, dans les rédactions des médias, dans le monde de l'entreprise, dans toutes les instances où devrait régner la démocratie et où la démocratie prend du plomb dans l'aile. Vous trouverez forcément des interlocuteurs pour vous dire que vous exagérez. Et alors, écoutez, mi-novembre, un ancien ministre évoquait à propos du wokisme la talibanisation des démocraties. Alors si le mot paraît excessif à certains, je trouve personnellement qu'il ne manque pas de sens. Le parallèle me paraît judicieusement choisi, c'est-à-dire plus crûment verbalisé, ça donnerait soit tu baisses la tête, soit on te la coupe. Eh bien là où par complaisance, tant de personnes baissent la tête sans se rendre compte des conséquences, il y en a peu, très peu, qui gardent la tête levée. Le wokisme, c'est un nouvel intégrisme. Il n'y a pas à nuancer avec des personnes qui refusent la nuance et qui jouent sur l'émotion pour
évincer la raison. Est-ce que la psychanalyse porte aussi un regard, je dirais, métapsychologique sur la situation Mais politique? oui, bien évidemment. Et il y aurait beaucoup à dire, mais je vais rester dans mon fauteuil de psychanalyste, n'est-ce pas? Je voudrais juste préciser que nous sommes dans la clinique des limites. Détruire les valeurs de la démocratie, c'est effacer les limites, c'est déconstruire les principes supérieurs, un peu comme les grands interdits fondamentaux de la culture humaine. Alors forcément, du côté de l'agressé, les limites aussi sont soumises à une très forte pression. Quelle réaction possible quand le pouvoir, n'importe quel pouvoir, est considéré comme une oppression? Le savoir c'est un dogme, alors il faut le déconstruire. La différence, c'est une inégalité, c'est un positionnement hiérarchique qu'il faut à tout prix détruire. Et même le langage reflèterait quelque chose de la domination qui flouterait la réalité. En fait, nous sommes dans un délire militant et un délire contagieux. Parce que, en occupant de telles positions, on peut déconstruire n'importe quoi, n'est-ce pas? On peut déconstruire le sujet, on peut déconstruire le couple, la famille, l'école, n'importe quelle forme d'autorité, la justice, la science, la culture tout entière, c'est-à-dire finalement toutes les valeurs qui servent de fondement à une société, à une civilisation. Et que peut apporter la psychanalyse dans ce contexte? Eh bien, vous voyez, la réflexion woke se fait en termes de groupe, en termes de catégories. C'est l'exact opposé de la conception psychanalytique qui pense en termes de sujets toujours singuliers. La psychanalyse accueille des patients en souffrance à cause des soubresauts de la société que nous venons d'évoquer. Et elle respecte le temps qu'il faut à chacun. Et bien de la même façon, elle postule qu'un temps singulier est indispensable à chaque société pour élaborer et pour réaliser les progrès de civilisation au rythme où elle peut le faire. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'étalon de la perfection. Il n'existe pas de recette non plus que d'autoroute permettant d'y parvenir. Promouvoir des idéaux de droit universel, ça se réalise à la vitesse de l'histoire possible, si je peux dire. Ça fait appel à nos instincts les plus nobles, et ce chemin, cette conquête, ne saurait trouver leur solution dans la destruction de ce qui fait le socle de nos efforts communs et de nos acquis si chèrement gagnés.